Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Heidi Poulain, coordinatrice de programmation du Vidéodrome 2 à Marseille, et Elena Delamarre, membre active de la Clé Revival à Paris. Alors, vous êtes toutes les deux invitées au FIFAM dans le cadre d'une table ronde appelée Programmer autrement et pour des cartes blanches. Heidi, Elena, bonjour. 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 Alors pour commencer, donc vous êtes là pour parler des salles indépendantes de cinéma. Pour commencer, on pourrait peut-être expliquer la différence entre une salle de cinéma associative et une salle plus traditionnelle comme les multiplex qu'on connaît, UGC, Pathé, en termes de programmation, de public et également peut-être sur les points économiques. Je vous laisse prendre la parole. Nous, on est du coup des salles associatives et la grosse différence avec des multiplex ou des salles commerciales vient surtout du fait qu'on n'a pas de contingence de sortie nationale. Donc, on ne fait pas partie d'un réseau de distribution où on n'a pas d'obligation de la programmation, elle n'est pas figée en fait selon le calendrier de sortie nationale. Et plutôt, on s'organise autour de communautés, de différentes communautés, de quartiers, mais aussi des communautés de programmateurs, programmatrices qui ponctuent comme ça le calendrier toute l'année. Et pour nous, à la clé, c'est un peu le même principe. On a eu, du coup, pendant toute la période d'occupation, parce que là, on est en travaux, on n'a projeté aucune sortie nationale, pareil. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a eu le soutien des autres salles. C'est parce qu'on était un cinéma avec une programmation de films rares, déjà sortis, ou qui n'ont pas la chance ou l'occasion d'aller en salle. Et d'un point de vue de ce qui pourrait ressembler à d'autres salles, c'est peut-être dans un futur proche au niveau de la billetterie CNC. Mais à l'époque de toute l'occupation, en tout cas, on fonctionnait à prix libre, sans billetterie CNC, sur un système associatif et indépendant, à la façon du V2, en fait, finalement, ou d'autres salles comme le Nova à Bruxelles. On va revenir un petit peu juste après sur la clé, qui a quand même une histoire un peu particulière, qui a été menacée de fermeture, qui vient d'être sauvée. On va en reparler juste après en détail, mais peut-être parler un petit peu aussi du modèle économique, comment vous fonctionnez, que ce soit au Vidéodrome 2 ou à la clé. Eh bien, au Vidéodrome, on dépend beaucoup de subventions qu'on reçoit de différentes collectivités, entre autres de la mairie. Heu, d'une part de subventions, le reste, eh bien, c'est la participation du public. Et le Vidéodrome, c'est un peu 2 structures. Le Vidéodrome 2, c'est le lieu et en fait, dans, le Vidéodrome, il y a donc une association qui gère le cinéma et il y a une SCOP qui gère, le bar. Parce qu'au Vidéodrome, il y a un bar, donc on est situé en plein cœur de Marseille. C'est un bar qui est très, très populaire, en fait. C'est vraiment un quartier qui bouge beaucoup et il y a comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de communautés qui sont attachées aussi, au lieu, au cinéma indépendant et associatif en général et qui soutiennent, donc qui viennent, qui soit donnent plus en prix libre que ce que d'autres personnes pourraient donner, soit organisent des événements, redistribuent aussi. Ça nous arrive d'avoir des projections, par exemple, où même les compagnies de distribution décident de nous faire soit des prix, voire de la gratuité en soutien au lieu. Donc c'est tout un modèle économique qui est beaucoup basé sur comment on s'inscrit localement, qu'est-ce qu'on véhicule aussi comme politique, je crois. Et puis nous, du coup, entre septembre 2019 et mars 2022, du coup, la période d'occupation qu'on a eue avec l'assaut à la clé, le modèle économique, en fait, vu qu'on était là illégalement dans les lieux et qu'on l'occupait, ça a vraiment été l'assaut et l'occupation a tenu par le prix libre. Donc, comme tu disais, Heidi, voilà, le prix libre, s'équilibre. Il y a des personnes qui peuvent pas donner d'argent, d'autres qui peuvent donner beaucoup plus. Et ça fait en fait qu'on arrive finalement à pouvoir. On a réussi à faire tenir l'association ces 2 années, 2 années et demie, grâce au prix libre et au bar. Parce qu'on a aussi un bar, et du coup, le tout était géré par une seule asso à l'époque. Et le fonds de dotation, c'est une autre chose, c'est ce qui est venu après. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnait à l'époque. Et là, sur quel type de programmation vous travaillez en tant que salle indépendante? Tout à l'heure, on parlait de la différence avec les sorties nationales qui vous intéressent finalement assez peu. Quel type de programmation on peut retrouver dans une salle indépendante, associative? Eh bien, ça peut être très très large. Nous, autant, on a quand même une bonne partie de la programmation qui est des cycles de cinéma patrimoniaux, donc des rétrospectives ou des envies thématiques. Euh, Sinon,
Au Vidéodrome, la programmation annuelle est assez ponctuée de moments très forts avec un festival queer qui s'appelle Les Mains Gauches en début d'année. Donc, c'est un partenaire vraiment extérieur à l'équipe du Vidéodrome qui organise la programmation. Ensuite, il y a plusieurs festivals comme ça toute l'année, beaucoup ancrés en fait dans les communautés minorisées, donc que ce soit différentes populations racisées, mais également queer, LGBT ou féministes. Donc la programmation tourne beaucoup autour de ces enjeux-là et dépend un peu des propositions. Et au Vidéodrome, là, nous, on défend une programmation qui est libre et ouverte. Et c'est-à-dire que tout le monde peut faire des propositions. On veut vraiment que ce soit le public ou les différents publics qui nous fassent des propositions, qu'on accompagne ensuite dans le geste de programmation. Comme ça, c'est pas l'équipe en soi qui a pas de direction artistique, il n'y a pas de direction, tout simplement. On est vraiment une équipe de coordonnatrices, coordonnateurs qui coordonne la mise à disposition de l'espace. On se voit vraiment un peu comme ça, à différents partenaires, donc des associations, des collectifs, mais aussi des festivals, et sinon des personnes qui ont envie de programmer. Des fois, c'est même des spectateurs qu'on voit toutes les semaines et qu'on dit, en fait, toi, peut-être tu auras envie de programmer un truc et qu'on accompagne avec un calendrier qui est un peu... Tout s'organise 6 mois à l'avance. Je ne sais pas c'est comment chez vous. Nous, la programmation, déjà, elle est bookée jusqu'à avril prochain. Donc, ça fait partie un peu de la complexité de ce type de programmation ouverte où on est très sollicité. Et du coup, on ne peut pas non plus répondre des fois à des urgences politiques du moment aussi, où on arrive peut-être à remplir la grille, mais des fois, on est aussi un peu dans une certaine limitation. C'est un peu la limite. Du côté très ouvert et très Exactement, libre. ouais. C'est pareil à la clé? Nous, du coup, pendant l'occupation, c'était l'urgence permanente. Du coup, on pouvait même programmer du jour au lendemain. Parfois, il nous est arrivé même le jour même, voilà, on programmait un truc parce qu'on programmait tous les soirs une séance à prix libre, justement pour préserver et protéger le cinéma et qu'il soit en activité permanente avec tout le public en soutien et pour montrer aussi que ce lieu devait persister. Et maintenant, on programme au doc, parallèlement aux travaux de la clé. Et pendant qu'on était en train de racheter, là, on programme qu'une fois par mois, 4 fois par mois, pardon, tous les dimanches, le ciné-club. Du coup, on prévoit, là, on est content en ce moment, on est à 1 mois d'avance sur notre programmation. Mais souvent, en fait, voilà, nous, on avait la chance de pouvoir, par ce côté un petit peu rapide, pouvoir répondre aux actualités. Mais je pense que nos programmations, elles sont assez similaires parce qu'on a une programmation qui est du coup pas de sortie nationale, des films rares qui sont peu montrés, pas montrés, tous les formats. Enfin, on passe du court métrage au moyen métrage, au long métrage, parfois dans la même séance. Et on a des films très politiques aussi qui sont accueillis, des films militants, des films antiracistes, queer, féministes. Et du coup, ouais, je pense qu'on a. Enfin, je vais me répéter. J'ai l'impression qu'on a une programmation qui est très similaire. Du coup, voilà. On peut peut-être revenir aussi sur ce qui s'est passé à la clé. Tu parles d'occupation depuis Oui. tout à l'heure. Alors, Peut-être qu'on peut refaire peut-être une chronologie des événements et puis où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? chronologiquement, en fait, le cinéma, il a une exploitation depuis les années 70. Il a eu divers exploitants qui ont toujours eu une programmation de films rares pendant plusieurs années. Donc, je pense notamment à Claude Frankfurter qui a programmé des cinémas peu diffusés. Et notamment dans les années 90, il y a eu le réalisateur Sandvi Panou qui a notamment programmé des films du continent africain, mais aussi de l'Amérique du Sud. Et dans cette ligne-là, en fait, tous les exploitants et les programmateuristes du cinéma à la clé ont eu aussi cette vocation-là de programmer un peu en dehors de ce qui se faisait. Et nous, du coup, on est arrivé plus en septembre 2019, quand le cinéma avait fermé depuis 1 an. C'est les salariés du cinéma et les personnes du quartier qui soutenaient le cinéma et les amoureux de ce cinéma ont essayé de le sauver pendant 1 an. Pourquoi il a été fermé, le cinéma? Parce que son propriétaire, le CSE de la Caisse d'épargne, avait décidé que voilà, il voulait le fermer. Donc les exploitants de l'époque se sont retrouvés dénus et se sont battus pour garder le cinéma. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et du coup, après une occupation illégale avec des salariés de l'époque, a relancé la bataille illégalement cette fois dans le lieu. Et du coup, on a programmé pendant 2 ans et demi, 3 ans dans les lieux. Et on s'est fait expulser après plusieurs batailles juridiques le 1er mars 2022. C'est pour ça que le doc nous a accueillis, qu'on a continué parallèlement notre bataille au doc, qui est un lieu pluridisciplinaire, un squat dans le Paris, dans le 19e, d'artistes et d'artisans et d'artisanes.
Et on a continué notre bataille en essayant de racheter le cinéma qu'on a racheté en juin 2024, là, cette année. Et du coup, là, on est en plein travaux, mais on continue à programmer au doc. Voilà. Et ça rouvre quand, du coup, la clé officiellement? Logiquement, en juin 2025, voire septembre 2025, ça va dépendre des travaux qu'on est en train de mener là. Il y a eu 2 belles présentations du Vidéodrome et de la clé. On a pas mal parlé aussi de la programmation, du fait que vous soyez très ouverts, que voilà, en tant que spectateur, spectatrice, on peut nous-mêmes voilà, essayer de programmer. On parle aussi à des publics très divers. Comment vous vous inscrivez, vous, en tant que salle indé, dans un contexte politique? Eh ben, je pense que c'est en permettant un peu de répondre à des urgences sociales qui des fois, bon, dépendamment de comment on s'organise, c'est plus ou moins simple, mais en mettant à disposition, je crois, vraiment, en tissant des liens avec des associations, des groupes militants, en organisant des soirées de soutien. Et je crois, en tout cas pour le Vidéodrome, une des particularités aussi, c'est on est une équipe salariée. Donc on est une quinzaine de personnes, 16 personnes salariées au bar et au cinéma. Et ça permet de ne pas reposer sur du bénévolat qui serait... Bon, je ne sais pas comment ça se passe à la clé, mais j'ai l'impression des fois que pour se permettre de faire du bénévolat, il faut avoir une certaine position sociale ou avoir du temps ou certains privilèges aussi. Le fait de pouvoir salarier des gens, ben moi, je crois que ça permet aussi d'accueillir des personnes qui ont besoin de travailler aussi déjà. Donc, ça répond à des conditions matérielles différentes. Et dépendamment de qui fait partie de l'équipe, bah évidemment, dépendamment qui est derrière le bar, par exemple, qui présente les films, bah évidemment, ça amène tout un public, ça fait que des gens se sentent chez eux, ça fait que la musique qui passe dans le bar, bah, c'est pas que de la musique occidentale, par exemple, s'il y a plein de personnes racisées. Donc, c'est plein d'aspects comme ça qui sont assez subtils, je crois, mais qui forment comme ça la composition politique, en fait, d'un lieu. Voilà. Et bah, ouais, je pense que nos modèles, la façon dont on habite nos lieux et l'usage qu'on fait de nos lieux, c'est carrément politique. Et le prix libre, notamment, le fait qu'il y a cette volonté de rendre accessible à tous, peu importe leurs moyens, des propositions de programmation, des rencontres, des débats. Enfin, en fait, les modèles, ouais, de nos deux cinémas, je pense, sont politiques en l'état. Et bah, par rapport à ce que tu disais, les associations qu'on accueille, toute l'ouverture, en fait, tente vers l'horizontalité à des endroits pour laisser le plus de personnes possible programmer, et du coup qu'il n'y ait pas une seule façon de programmer ou une proposition. Je pense que c'est politique, ouais, aussi, et d'essayer aussi de recréer du lien et des endroits de rencontre pour les gens. Le fait d'avoir un bar, je pense que ça joue beaucoup, ouais, sur ça, au niveau du quartier aussi, que les gens puissent se voir, venir se parler, et voilà. Elena, tu parlais du tarif libre. Justement, le prix des places est largement inférieur quand on va dans des salles associatives indépendantes. Comment vous maintenez ce prix des places à ce niveau-là, en fait? Comment vous faites? Bah, nous, notre côté, c'est en négociant les droits sur les films, donc en expliquant à chaque fois qu'on veut, parce qu'on organise des projections qui sont donc non commerciales, donc on doit négocier les droits avec les compagnies de distribution, avec les ayants droit, et à chaque fois on explique c'est quoi le projet du Vidéodrome, que ça se veut un espace qui soit accessible et qu'on ne soit pas limité par notre condition matérielle pour avoir accès à la culture, que souvent on organise en fait des projections qui sont aussi en soutien à des projets. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on arrive à maintenir un prix bas. Je pense que de notre côté, c'est sûr qu'on n'arriverait pas à survivre sans subvention non plus. Donc, et sans un bar qui fonctionne. Je pense que si le bar arrêtait de fonctionner, par exemple, bah, c'est sûr que il y aurait un déséquilibre. Et parlant des subventions aussi, c'est de plus en plus difficile puisque les subventions de fonctionnement tendent à disparaître. Donc, au lieu de financer le fonctionnement, la structure, le salariat, maintenant, les collectivités vont plus financer par action, donc vraiment sur des petits projets spécifiques. Donc, on est obligé de transformer un peu le modèle économique pour multiplier les actions et du coup, ça fait beaucoup plus de travail. Donc, ça, c'est un enjeu en tout cas pour, de notre côté. Sur comment on se projette dans l'avenir, si on perd ce fonctionnement-là, est-ce qu'on peut fonctionner qu'avec des subventions en action, avec le prix libre? Bah, c'est un gros point d'interrogation, je crois.
Mais pour le moment, le modèle tient et c'est ce qui fait des endroits qui sont pertinents aussi politiquement, je crois. Le prix libre, pour moi, c'est assez essentiel. C'est un peu une base d'accessibilité et c'est un besoin. En fait, les gens qui viennent, ils viennent en nous remerciant. Il y a beaucoup de gens qui payent 1, 2 euros parce que soit c'est des étudiants, des étudiantes ou des personnes précaires. Et je crois que si on veut garder des salles qui sont pertinentes, le prix d'entrée, en tout cas, c'est sûr que c'est hyper important. Ouais, vraiment. Le prix libre, nous aussi, c'était un. Même là, en ayant une existence de la clé légale à nouveau, c'est un impératif qu'on a absolument voulu garder, c'est le prix libre dans notre modèle économique. Et du coup, grosso modo, on a calculé, on est à une moyenne de 4,2 euros le prix de la place, il me semble, ou 4,5, ce qui est la moyenne des places CNC, enfin au niveau du ticket CNC. Et du coup, on a travaillé ces dernières années à voir avec le CNC si le prix libre pouvait rentrer dans leur billetterie. Et la discussion, en tout cas, ce qu'ils nous avaient dit, c'est que c'était possible. Et du coup, ça a été ça aussi, c'était cette grosse bataille pour faire que le prix libre puisse exister aussi au niveau des salles. Et ça, on espère vraiment que ça va continuer. Parce que ça aura un gros impact, je pense, pour pouvoir faire vivre nos salles. Parce que comme tu dis, c'est toujours est-ce qu'on va avoir telle ou telle subvention? Nous, ça va être pareil pour la clé dans le futur. C'est des questions qu'on s'est déjà posées, qu'on est en train de travailler et de cibler des subventions à l'heure actuelle par rapport à notre structure associative et qu'on verra dans la suite quelles subventions on aura, même dans 5 ans par exemple. Est-ce que les subventions auront changé? Et qu'est-ce qu'il en sera des modèles associatifs? Du coup, voilà, tout plein de questions pour l'indépendance des salles. Allez, vas-y. Et c'est des modèles qui bousculent un peu les choses, parce que ce que vous êtes Totalement, en ouais. train de faire entrer le prix libre dans la billetterie CNC, ça crée un précédent qui ensuite peut découler sur d'autres cinémas associatifs et qui fait en sorte que le modèle bouge, quoi. Autre question aussi justement sur les liens avec d'autres structures associatives, puisqu'on en parle. Quels sont vos liens avec ces autres associations? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, lesquels et comment ça se passe? Lesquels, ce serait difficile à nommer, parce que j'imagine vous aussi, Il y en a tellement. comme c'est beaucoup des associations, justement des partenaires qui font la programmation, c'est extrêmement varié. Au Vidéodrome, je ne sais pas c'est quoi la proportion de programmation qui est vraiment issue un peu de ces partenaires-là, mais les associations, ça peut être... en ce moment, on a une programmation, un ciné-club bimensuel qui est organisé par une association socio-culturelle des sourds de Marseille. On a des associations d'archives LGBT, associations de jeunes réalisateurs, réalisatrices. C'est très, très, très varié. Et ça va vraiment de milieux social, des écoles également. Parce que vous aussi, je crois, vous avez une Oui. programmation jeune public qui est assez importante, assez centrale aussi dans ce type de lieu-là pour tisser des liens avec des écoles du quartier, avec des centres sociaux. Pareil à Ouais, la clé, ouais. Bah ouais, au niveau de la clé, nous à l'époque, on avait du coup une programmation jeune public et on avait aussi des petites séances d'éducation à l'image où on accueillait pendant une après-midi ou une matinée des enfants pour qu'ils puissent découvrir les métiers de l'image ou l'histoire du cinéma ou alors voir le projecteur et la salle de projection, comment ça marche et tout. Et sinon, au niveau des associations, pareil, voilà, il y en a tellement eu et il y en aura encore beaucoup. On a eu des associations queer, des associations de jeunes cinéastes. On a aussi accueilli je dis jeunes cinéma, le lapsus, mais je pense notamment au Nova ou au V2 ou à tellement d'autres cinémas du Kino Climax avec qui on a discuté et on a fait des conférences sur qu'est-ce que c'est d'avoir des salles indépendantes de nos jours. Et ouais, beaucoup d'assos militantes aussi, des coloniales, des projections de soutien. Je pense notamment à Ciné Palestine, des cagnottes de soutien. Enfin, en fait, c'est hyper varié. Et je pense, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'importance de l'accueil pour que la programmation, elle soit pas que par un collectif, même si le collectif varie énormément et que du coup, le nombre de personnes qui peuvent programmer sont toujours en mouvement. Le fait d'avoir des assos, c'est aussi avoir des personnes en dehors des collectifs qui viennent programmer. C'est hyper important, je pense. Écoutez, merci Eddy, merci Elena d'être venue sur ce plateau nous parler Avec plaisir. des salles alternatives de cinéma. C'est déjà la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.